Bonsoir, merci de votre patience. Et donc, pour entrer dans ce sujet, probablement assez difficile, mais qui m'a séduit. Pour dire le point de départ, ça a été une recension d'un livre de Nicolas Boulot avec un titre un peu accrocheur, voilà, Le mensonge de la finance. Vous aurez noté déjà que le titre de la conférence est un peu décalé, et de fait, après avoir lu le livre, je pense que le titre de la conférence est plus adapté, quoique, effectivement, il sera quand même question d'un mensonge dans ces processus de finance. Depuis le début de l'année, on est tous sûrement un peu sensibles à des annonces de catastrophes un peu en tout genre. Hein. Il y a comme nuage sombre au-dessus de nous, évidemment le réchauffement climatique et ses conséquences, mais également, pour certains, l'annonce d'un prochain clash boursier. Certains disent c'est inéluctable, on ne pourra pas l'éviter. Or, on se rappelle les conséquences, mais énormes, de la dernière crise des subprimes. Et donc, c'est un peu les raisons qui nous ont conduits à prolonger, continuer une attention qu'on a déjà eue depuis quelques années, avec entre autres une conférence sur la dette il y a 2 ans et des conférences donc sur la manière dont les finances nous affectent, nous touchent dans leurs évolutions. Si on avait besoin de vérifier l'actualité du sujet, j'ai glané de septembre à janvier et les titres sont assez passionnants. Par exemple, déjà en septembre, après la crise de 2008, c'était dans Le Monde, la planète finance a-t-elle vraiment tiré les leçons de Lehman Brothers ? Un peu plus tard, on est maintenant déjà en décembre, je crois, ou en novembre, enseignement de la finance, l'aggiornamento se fait attendre. Encore plus tard, là on commence de parler de solutions, janvier, la décision de taxer les multinationales se joue maintenant. Je pense que comme moi, vous devez toujours attendre, toujours pas. Et puis pareil, fin janvier, taxe GAFA, l'OCDE veut un accord mondial en 2020. Peut-être bien que le krach aura lieu avant. Donc voilà pour l'actualité de ce sujet qui nous a amené à inviter donc Nicolas Boulot, que je remercie vraiment d'être venu, parce que si l'invitation est partie, c'était parce que, et c'est rarissime, c'est ce que j'ai pu vérifier en lisant ce livre, c'est un mathématicien, alors ça a de quoi vous faire peur, mais c'est aussi un économiste, et donc, alors là, je dirais que ça aggrave son cas, on s'attend à ce qu'il emboîte le pas de toute cette mathématisation des finances, mais il est également épistémologue, philosophe, d'une culture stupéfiante, d'ailleurs d'une capacité d'écrire qui rend vivantes les questions. Je vous renvoie à un de ses bouquins tout à fait délicieux, La règle, le compas et le divan, plaisir et passion mathématiques. Vous serez réconcilié un peu avec les maths. Et puis vous y verrez une Sophie, un Éléutaire qui voyage dans un train en Russie. Enfin bref, ça vous rend quand même vivant les problèmes qu'il apporte, mais avec une compétence, un sérieux que vous pourrez trouver dans, par exemple,
les maths pures, hein, vous pourrez toujours trouver toute une galerie de très très grands mathématiciens, Laurent Schwartz pour commencer, dialogue autour de la création mathématique, où lui-même écrit. Bref, c'est du sérieux, c'est pas du tout de l'amateurisme. Et par contre, au niveau de la pensée, eh bien, j'ai été séduit pour finir par penser l'éventuel, faire entrer les craintes dans le travail scientifique. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui veut nous faire réviser nos manières de nous protéger par de la science, hein, dans ce monde qui est plein de menaces. Alors, ce soir, je ne sais pas comment il va faire pour réussir à donner quelque chose je dirais, de ces connaissances immenses qu'il rassemble dans ses ouvrages. Sans doute que vous allez avoir peut-être droit à quelques formules mathématiques, pas du tout. Dans le livre, vous verrez, il n'y en a qu'une. Mais moi, ça m'a quand même amené à réviser mon programme de terminale. Et donc, il va nous expliquer les mathématiques, la philosophie de ce que deviennent aujourd'hui ces marchés financiers, le titre exact étant « c'est pas les marchés ni les organismes qui sont liés à ces marchés qui nous permettront de régler les problèmes ». Mais ça, il le vérifie de façon quasi mathématique. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Vous m'entendez? C'est bien. C'est toujours un plaisir de venir à Strasbourg parce que c'est une ville charmante. Et donc, merci d'être là. Je vais essayer d'expliquer des choses qui sont un tout petit peu compliquées. Et comme je le disais tout à l'heure aux amis qui étaient avec moi, le fait que ce soit compliqué fait partie du problème, en fait. Hein, voilà, fait partie de l'enjeu social de cette affaire. Je vais faire d'abord un petit historique de l'économie avec des étapes qui me paraissent tout à fait importantes. Bon, l'importance des étapes, ça dépend un peu des points de vue, mais pour mon explication. Et donc, l'économie, c'est une science relativement récente, surtout si on la compare aux mathématiques, passez-moi ce détail. Telle que nous la connaissons, elle a commencé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelle les classiques. Les classiques, ce sont Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say. Moi, j'y mettrais aussi John Stuart Mill, même s'il est du XIXe siècle. Pour moi, les classiques, ce sont des gens qui n'utilisent pas de mathématiques. C'est de la philosophie et du bon sens. Hein. C'est un mélange plus ou moins talentueux. Les mathématiques arrivent véritablement en économie qu'au XIXe siècle. Un certain nombre d'ingénieurs et d'universitaires ont mis des mathématiques en économie. Et parmi les tout premiers, il y a Jules Dupuy, qui est un ingénieur. Il y a Augustin Cournot, et puis il y a Léon Walras, évidemment, et Stanley Jevons. Walras, c'est intéressant parce que son père, Auguste Walras, était un classique. Il parle beaucoup des questions de rareté, etc., mais c'est de la philosophie. Alors que Léon Walras, qui est ingénieur des mines, alors, les mathématiques arrivent pour représenter le problème de l'offre et de la demande. Et donc, dans ces années 1830-1850, on s'inspire beaucoup de la mécanique. Mécanique qui est à cette époque-là une science reine. Il y a eu des développements formidables qui ont été faits par Euler, par Lagrange, par Hamilton. Donc, c'est une science vraiment admirée. Et en fait, on ne prend de la mécanique même que la question de l'équilibre des corps pesants. Et Walras et Jevons le disent eux-mêmes. Ils arrivent aux mêmes équations. Et donc ça, c'est la période qu'on appelle néoclassique.
c'est le démarrage de l'économie mathématisée. N'est-ce pas ? Et puis au XXe siècle, la théorie néoclassique se perfectionne et se ramifie. Notamment avec ce qui est très célèbre, l'idée de l'intervention de l'État avec le keynésianisme. John Maynard Keynes, un très grand esprit, non seulement en économie d'ailleurs. Et donc, en ce qui concerne l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on arrive à une situation où les institutions et les théories nous concernent encore aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé, parce que d'abord, vous connaissez cette période. J'insiste simplement sur certains points qui me paraissent tout à fait importants pour mon sujet, c'est-à-dire pour parler des marchés financiers. Une étape qui me paraît cruciale, c'est 1945, un papier de Friedrich Hayek qui s'appelle « The Use of Knowledge in Society ». C'est un papier absolument remarquable. C'est la période des deux blocs, n'est-ce pas ? D'ailleurs, même la deuxième étape dont je parlerai est encore dans cette période où il y avait deux mondes, et donc il s'agissait pour les Occidentaux de montrer la supériorité du système libéral sur l'économie planifiée. Et c'est ce que fait Hayek avec un immense talent. Le point central de sa démonstration, c'est ce qu'on appelle le signal-prix. C'est-à-dire que l'idée de Hayek, c'est de dire c'est une illusion de penser que quelqu'un peut comprendre toute l'économie et l'organiser au mieux qu'on peut. Il faut laisser faire les gens qui sont sur le terrain et qui savent à la fois les contraintes qui y sont et les compétences qui sont autour d'eux. L'idée de Hayek, c'est l'idée de l'intelligence distribuée et l'information qui circule par les prix. Il dit ça très très bien. C'est plus qu'une métaphore, écrit-il, de décrire le système des prix comme une sorte de machinerie pour l'enregistrement des changements. Pour Hayek, le management, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire la conduite de l'économie, c'est gérer les changements. C'est parce qu'il y a des choses qui changent qu'il faut prendre des décisions dans l'entreprise. L'entreprise, il ne dit pas ça comme ça, parce que c'est un terme le chef d'entreprise, disons, il a sa fonction de production, où il y a des frais de capital, il y a des frais de matières premières, il y a des frais d'entretien, il y a des salaires, etc. Et alors ça lui sert de manette, et l'information qui rentre, c'est les changements de prix. Donc ça serait plus qu'une métaphore de décrire le système des prix comme un système de télécommunication qui permet aux producteurs individuels de regarder simplement le mouvement de quelques indicateurs, comme un ingénieur peut regarder les aiguilles de quelques cadrans, afin d'adapter leurs actions aux changements dont ils ne peuvent jamais savoir que ce que reflète le mouvement des prix. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette idée de l'intelligence distribuée. C'est en 1945, c'est tout à fait intéressant parce que je ne sais pas si vous voyez bien l'informatique individuelle n'existait pas à cette époque-là. Donc l'informatique distribuée, ça n'existait pas. Donc c'est tout à fait une idée de précurseur, de penser que ça pouvait fonctionner comme en réseau avec l'intelligence qui est sans... Et alors évidemment, ça passait d'autant mieux qu'à cette époque-là, on commençait à savoir qu'il y avait des problèmes du côté soviétique avec les concurrences entre ministères. Vous savez, les ministères qui se faisaient des concurrences terribles. Et puis le fait que il y avait des statistiques trichées, évidemment. Donc on commençait à savoir tout ça. Donc les idées de Hayek, évidemment, étaient très bien reçues. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, c'est que si vous y réfléchissez bien,
c'est pas tellement évident, son histoire. C'est pas tellement évident parce que, voilà, il y a des transports pour les matières premières. Et puis, donc, il faudrait, pour que ça fonctionne, c'est le problème de la coordination des prix, pour que ce soit cohérent tout ça. On a l'impression qu'il faudrait des petits marchés à tous les nœuds du réseau pour que l'offre et la demande s'équilibrent et que ça se propage. C'est pas du tout évident à mettre en œuvre concrètement. Et ce qui s'est passé, c'est que les yeux se sont tournés vers la bourse, qui progressivement a joué le rôle de marché de référence. Parce que il suffisait de regarder la bourse, en quelque sorte, pour savoir les prix et les mouvements des prix. Et donc, depuis cette période, la bourse, c'est-à-dire les marchés financiers, ont pris de plus en plus d'importance, et une importance de référence. En fait, la coordination des prix, aujourd'hui, elle est faite par les marchés financiers. Donc, c'est... Bon, voilà. Alors, je vais vite. Deuxième étape. Pour moi, la deuxième étape, c'est 1952. En 1952, il y a deux grands esprits qui ont fait des mathématiques et qui ont trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'agit de Kenneth Arrow et de Gérard Debreu. Ils ont perfectionné le théorème de l'équilibre. Alors, le théorème de l'équilibre, c'est quoi? C'est très simple à comprendre, c'est très facile à comprendre. Le théorème de l'équilibre, vous avez des agents économiques qui viennent avec des paniers. Et donc, chacun a son panier, dans lequel il y a tout ce qu'on veut, des carottes, des navets, des voitures, des maisons, ils ont chacun leur panier. Et puis, alors, ils ont aussi leur fonction d'utilité. Leur fonction d'utilité, c'est quoi? Eh bien, c'est la façon de décrire les préférences qu'ils ont entre tous ces objets. Ils ont chacun un type de préférence particulière. Et donc, ils arrivent sur le marché et ils échangent. Ben, tiens, je te donne 2 voitures, tu me donnes une maison, etc. Donc, et alors, ce que dit le théorème, c'est quoi? Le théorème dit, eh bien, il y a forcément un système de prix qui s'installe, qui fait que chacun de ces agents, il n'a qu'à regarder que le prix de ces différentes choses. Alors, par exemple, il peut vendre tout son panier, et puis avec l'argent, il rachète exactement comme sa fonction d'utilité le souhaite. Ou bien il fait ça progressivement, il vend un peu de carottes, il rachète des navets, etc. Donc, mais de toute façon, il n'a simplement à regarder que le prix. Le prix, ça a été dit dans la littérature, le prix contient toute l'information nécessaire. Alors ça, c'était le théorème de l'équilibre, ça existait avant Arrow-Debreu. La découverte de Arrow et Debreu, c'est pas ça. La découverte d'Arrow et Debreu, c'est que ça marche encore si au lieu de biens qu'on échange, on échange aussi des biens contingents. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les biens contingents, c'est quoi? Eh bien, c'est des choses qui décrivent ce qui va se passer dans le futur. Et le futur, comme il est forcément incertain, le futur, forcément, c'est incertain. Et donc, si on introduit, en plus des biens ordinaires, qui sont des biens, des services, etc., comme on en parle en économie, si on introduit en plus des biens qui concernent le futur, qu'on appelle des biens contingents, eh bien, le théorème marche encore. Il y a un prix, et il suffit de regarder les prix. Et donc, les contrats qui concernent le futur, ils ont un prix. Et ça veut dire, alors, bon, il faut noter qu'on est en 1952. Donc, 1952, vous voyez bien, c'est 20 ans avant le premier rapport du Club de Rome. 1972. Et d'ailleurs, le fameux rapport du Club de Rome, se dit entre nous, il a été très mal accueilli par les économistes, évidemment. Les économistes, et en particulier William Nordhaus, qui vient de recevoir l'année dernière le prix de la Banque de Suède, il a expliqué à cette époque, dans plusieurs articles, que les gens du Club de Rome n'avaient rien compris, ils avaient tout faux, parce qu'ils avaient oublié le progrès technique.
Alors maintenant, il a changé d'avis. Nordhaus, il considère que non, il n'avait pas tout faux du tout. Mais tout ça pour dire qu'au moment où Arrow et Debreu ont trouvé ce théorème extraordinaire qui est à la base de l'organisation des marchés financiers aujourd'hui avec leur marché dérivé, on était 20 ans avant le premier rapport du Club de Rome. Alors c'est Arrow qui a eu vraiment l'idée de dire on peut appliquer ça grâce à des produits dérivés. C'est-à-dire de commercialiser sur les marchés des anticipations qui sont des contrats entre agents et de eux-mêmes les mettre en marché. C'est lui qui a eu cette idée. Et donc il faut dire que ce théorème sur les biens contingents, c'est vraiment la base théorique qui a justifié l'extension des marchés financiers aux produits à terme. C'est-à-dire que c'est les marchés qui, d'une certaine façon, disent aujourd'hui la valeur, comment il faut répartir la valeur sur ce qui concerne l'avenir. C'est assez extraordinaire d'un point de vue épistémologique. C'est une véritable révolution, hein, ça il faut le mesurer. Parce que on n'a plus besoin de probabilité. Hein, dans le temps, la rationalité, c'était quoi? La rationalité, ça consistait à essayer de dégager une loi de probabilité pour les projets pour pouvoir calculer l'espérance aujourd'hui du gain futur. C'est plus ça du tout. On n'a plus besoin de probabilité, il suffit de demander l'avis au marché, puisque le bien futur, on le met en marché. Et donc les gens y vont dire si ça coûte quelque chose, si ça vaut quelque chose ou pas. Debreu était si content de leur découverte qu'il écrit « Cette nouvelle définition d'une marchandise nous permet d'obtenir une théorie du cas incertain, libre de tout concept de probabilité et formellement identique à la théorie du cas certain. » C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est ça qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. C'est-à-dire que la valeur des risques en termes économiques, à 3 mois, c'est les dates essentielles de ces produits à terme, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 5 ans, 10 ans. La valeur en question est donnée par les marchés eux-mêmes. Hein, ce sont des produits qui sont cotés. Alors je vais y revenir. Donc ça m'arrive à ma 3e étape, il faut que j'avance. La 3e étape, c'est 1973. Et ça, c'est une découverte tout à fait technique. Alors je vais simplement la raconter comme ça. C'est la découverte de 2 chercheurs qui s'appellent Black et Scholes. C'est la découverte de Black et Scholes qui consiste à remarquer que pour gérer les produits dérivés, les produits à terme, donc la découverte 1973, ça se produit au moment de la création des marchés financiers organisés avec leurs produits dérivés dans toutes les places financières du monde, c'est-à-dire l'application du théorème Arrow-Debreu. Et donc, c'est les années 70 où toutes les banques, tous les marchés avec leurs produits dérivés ont été créés partout, aussi bien à Singapour, à Hong Kong qu'à Chicago, à New York, à Paris, à Londres et à Tokyo. Et donc, Black-Scholes se rendent compte que pour gérer une option, eh bien, il y a une technique particulière qui fait que ni celui qui vend l'option, ni celui qui l'achète ne peut faire un profit sans risque. Alors là, les mathématiques et des mathématiques très difficiles commencent à faire leur irruption en finance. Parce que, à partir de 1973, tous les traders utilisent un bagage mathématique de très haut niveau qui n'est enseigné qu'au niveau Master 2 aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements browniens, il y a du calcul d'Ito, des choses extrêmement difficiles, aussi difficiles que la mécanique quantique. Pourquoi ? À cause de cette découverte de la gestion des options par cette nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode s'appelle la méthode de gestion en delta neutre. Si vous lisez la littérature, vous verrez ce terme un peu ésotérique, ou par réplication. Bon. On va mieux comprendre progressivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous noterez déjà, comme je le disais au début de la conférence,
que le fait qu'il y ait des techniques aussi pointues pour gérer des options. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une option? Ça, il faut que je le dise quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une option? C'est un des plus simples produits à terme. Et le théorème de Black et Scholes s'applique particulièrement aux options. Alors, une option, c'est un contrat à terme. Donc, ça veut dire que c'est un contrat. Supposez que je sois une banque et que vous êtes un client. L'option, ça consiste à dire, c'est un papier sur lequel il y a marqué que vous avez le droit d'acheter à moi, banque, dans 3 mois, un baril de pétrole à $50. Mais vous n'avez pas l'obligation, vous avez la possibilité d'acheter dans 3 mois un baril de pétrole à $50. Alors c'est un avantage pour vous, parce que si dans 3 mois on ne sait pas quel sera le prix du pétrole, et comme je vais l'expliquer, comme on verra dans les transparents, le pétrole, il monte et il descend tout le temps. Donc il peut très bien être à $80. Donc s'il est à $80, vous avez gagné $30 dans 3 mois. Donc c'est un avantage. Alors maintenant, s'il est plus bas que $50, vous n'êtes pas forcé d'exercer. Et donc vous mettez à la poubelle le papier et vous l'achetez à $30. D'accord ? Donc c'est un avantage d'avoir ce papier. Ça s'appelle une option. Et la grande question, c'est de savoir quel prix, moi, à la banque, je dois vous le vendre. Pas évident. Eh bien, il y a un prix juste, on appelle un juste prix, qui est tel que ni vous ni moi, nous pouvons faire un profit sans risque. C'est-à-dire que bien sûr, on peut risquer des trucs, mais on pourra perdre ou gagner. Et donc, je vais vous faire payer au départ ce montant, et il y a une méthode qui consiste, moi, banque, à acheter et à vendre beaucoup de pétrole, en acheter et en vendre, suivant une stratégie qui est décrite mathématiquement, pour que dans 3 mois, j'arrive exactement au montant qu'il faut que je vous donne ou que je ne vous donne pas. C'est-à-dire que si, dans 3 mois, le prix du pétrole, il est effectivement à $80, cette façon de gérer mon portefeuille m'apportera exactement $30, ce qu'il faut vous donner. Et donc, c'est une gestion absolument géniale dans laquelle on gère quelque chose qui est incertain, qui dépend du hasard, et qui permet de se couvrir de façon déterministe. Pourquoi ? Parce qu'on va tenir compte de l'évolution du marché d'une certaine façon assez astucieuse. Donc ça s'appelle la gestion en delta neutre ou la gestion par réplication. Parce qu'on fait comme une réplication du marché sur son portefeuille, n'est-ce pas ? Alors, la finance, à ce stade, 1973, la finance a trouvé une théorie mathématique sur laquelle s'appuyer. C'est ce qu'on appelle la théorie mathématique de l'arbitrage. Alors ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire que en mathématiques financières, on a imaginé des marchés parfaits, qui sont des marchés qui sont aléatoires, dans lesquels personne ne peut faire un profit sans risque. Et c'est très curieux, c'est que cette seule hypothèse que personne ne puisse faire un profit sans prendre de risque, elle est extraordinairement féconde. En fait, elle dit énormément de choses. On arrive à en déduire plein de choses, tout en laissant une grande liberté à l'évolution des cours. Parce que les mathématiques disent beaucoup de choses, mais ne disent pas tout. Hein. Et donc la finance commence à s'appuyer sur une théorie mathématique qui est la théorie mathématique de l'arbitrage. Pourquoi de l'arbitrage ? Parce que précisément, ces marchés parfaits qui sont décrits par les mathématiques, il n'y a pas d'arbitrage possible. Arbitrage, c'est synonyme de profit sans risque. Et donc, théorie de l'arbitrage, c'est une théorie dans laquelle aucun arbitrage n'est possible. D'accord ? Alors, vous me direz, mais on en parlera tout à l'heure, est-ce que les vrais marchés, ils ressemblent aux marchés décrits par la théorie mathématique de l'arbitrage ? Les vrais marchés. Alors voilà, ça c'est une question tout à fait intéressante et tout à fait cruciale, et une des choses qui sont précisément
un peu difficiles à comprendre par tout un chacun. Donc là, je vais essayer d'aller lentement. Pour l'instant, ça va? Dites-moi à peu près. Ça va pour l'instant? Bon, on n'a pas fait de maths, là, hein? Donc, bon. Alors, mais il faut que je dise la quatrième étape, parce que c'est la plus... Enfin, bon. La quatrième étape, pour moi, qui est la plus importante, c'est au tournant des 2 siècles, aux années 2000, la mise en place d'un marché des créances organisé, un marché du crédit ou des créances organisées avec la titrisation. Donc ça aussi, c'est une étape tout à fait importante. On fait des paquets, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ça a été, à mon avis, les 4 étapes importantes. La dernière, c'est la plus récente. Hein? Quelle année? Moi, je situe, ça a été progressif, je la situe au tournant des années 2000. Mais alors là, la finance est partie dans le décor. Ils sont allés trop vite, et bon, au bout de 8 ans, c'est parti dans les bégonias, pour plein de raisons, qui sont le fait que, bon, pour aller très très vite pour analyser le crédit des subprimes, on va dire que c'était l'intérêt de chacun de faire comme si l'intérêt général n'existait pas, on peut dire la chose comme ça, et de continuer à faire des prêts hypothécaires, parce que le marché immobilier aux États-Unis était en croissance, et donc tout le monde savait bien que ça allait se casser la figure au bout d'un certain temps. Mais bon, il y a eu une énorme littérature sur la crise des subprimes, précisément parce que la finance s'en est tirée en faisant payer le contribuable de tous les pays concernés. Et donc, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, les agences de notation qui ont été très défaillantes au moment de la crise des subprimes, c'est tout à fait frappant. Hein. Si vous regardez les notes qui ont été mises par les agences de notation dans les années 2005, c'est extraordinairement optimiste sur tout l'immobilier, sur toutes ces choses-là, alors qu'elles étaient sévères pour les entreprises. Donc maintenant, les agences de notation ont un peu pris la leçon. Mais bon, je laisse de côté un peu la question de la titrisation, c'est passionnant, je pourrais en parler aussi, mais bon. Et donc, alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les marchés financiers? C'est ça le thème, donc c'est le deuxième point de ma conférence. Donc après ce petit tour d'horizon rapide de l'histoire récente. Donc, ce sont des institutions où s'échangent des actions, des devises, des matières premières, minérales, pétrole, métaux, ou agricoles, le blé, le soja, la laine, le coton, ainsi que des obligations, des prêts titrisés, donc des taux d'intérêt, des produits à terme sur tous ces biens. Sur les marchés financiers, il y a des produits à terme, surtout sur le pétrole, sur les devises, surtout les produits à terme. Donc, tous les marchés maintenant sont accompagnés de ce qu'on appelle leurs marchés dérivés, qui sont des marchés sur ce qui va se passer dans le futur. Donc les marchés maintenant disent l'avenir. Hein, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui se passait. La bourse, les marchés financiers, c'est très différent de ce dont parlait Marx ou Proudhon quand ils parlaient de la bourse. Hein, on parlait de la bourse, on boursicotait. C'était artisanal. Maintenant, c'est plus du tout ça. Alors, les marchés, donc, indiquent un prix, et ce prix joue le rôle de référence pour l'ensemble des acteurs économiques du monde entier. Pourquoi? Parce que les montants qui sont échangés sur les marchés financiers sont considérables. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fluidité. Donc, quand ça marche bien, quand les marchés fonctionnent bien, des sommes sont si considérables que tout le monde est forcé de s'y référer finalement, parce que si on fait une transaction à un prix différent, l'un des deux est perdant, hein, donc ça va pas fonctionner. Donc en fait, ça fait vraiment office de référence. Ils sont très mathématisés, donc je l'ai dit un peu en passant, les traders sont des gens qui connaissent ce calcul différentiel très particulier qui est le calcul différentiel de ces processus aléatoires qu'on appelle le calcul d'Ito. Ito, c'est un mathématicien japonais qui a fait ses découvertes complètement indépendamment de la finance, dans les années 50. Ito, Hikoshi Ito, il est mort maintenant, il est mort en 95. Alors ces marchés sont très spéculatifs. Alors ça veut dire quoi spéculatif? C'est un mot que la gauche employait pour dire ils étaient malsains, pervers, etc. Non, spéculatif, ça ne veut pas dire ça.
Spéculatif, ça veut dire simplement qu'on peut acheter et vendre quand on veut, autant qu'on veut, ou presque. Il faut vraiment mettre des sommes énormes pour qu'ils n'acceptent pas. Et sinon, on peut acheter et vendre autant qu'on veut, quand on veut, ou presque. Voilà, donc c'est des marchés spéculatifs. Mais alors la spéculation, c'est quoi? Alors la spéculation, c'est pas du tout du boursicotage. Ça, c'est très très important. La spéculation, maintenant, aujourd'hui, ça veut dire quoi spéculer? Spéculer, ça veut dire essayer d'acheter quand c'est bas et de vendre quand c'est haut. Voilà. C'est ça que ça veut dire. La spéculation, aujourd'hui, elle est très professionnelle. Très très professionnelle. Ça, je l'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que il y a des équipes spécialisées, aussi bien à Hong Kong, à Chicago, à Paris, avec de très gros moyens informatiques, qui se servent de maximum d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle et de moyens pour déceler les moindres arbitrages possibles sur les marchés. Alors il faut que j'en parle un peu plus au détail. Les big data, vous savez ce que c'est les big data? C'est ces ordinateurs qui ont énormément des disques durs gigantesques. Les big data servent dans cette affaire-là à faire de dégager des symptômes entre les phénomènes géopolitiques et les réactions des marchés. Parce que ce qu'il faut pour gagner de l'argent sur les marchés, il faut dégager, découvrir des arbitrages, des règles, des régularités qui ne sont pas vues par les autres. Et donc, les big data, ça sert à faire cette correspondance-là. C'est un travail très difficile. Ensuite, il y a évidemment les corrélations, les statistiques. Faire des corrélations entre des séries temporelles différentes, parce que quand un bien a une certaine évolution, souvent les biens un peu voisins ont des évolutions qui veulent dire quelque chose aussi. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Ah oui, alors le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, alors ça, parce que maintenant il y a beaucoup de marchés qui sont cotés au dixième de seconde, et donc le trading haute fréquence, ce sont des mises au point d'algorithmes qui dépassent les réactivités du trader lui-même. Et donc c'est des tout petits profits très 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 nombreux. Tout petits profits très 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 nombreux. C'est ça le trading haute fréquence. Donc c'est des techniques informatiques. Mais le plus important, à mon avis, ce sont les algorithmes d'apprentissage. Les algorithmes d'apprentissage qui ont fait des progrès considérables ces dernières années, c'est ce que vous avez dans vos téléphones pour faire de la reconnaissance vocale. C'est extraordinairement performant. Eh bien, quand vous mettez au point, mutatis mutandis, ces algorithmes d'apprentissage sur les séries temporelles que vous voyez sur les marchés, vous dégagez des sortes d'habitudes des marchés avec lesquelles vous pouvez spéculer. Donc la spéculation, elle est devenue véritablement professionnelle. Elle est tellement professionnelle qu'elle contribue à configurer les marchés. La spéculation a un rôle de morphogénèse sur les marchés et pousse les marchés vers leur représentation mathématique théorique parfaite. Ça veut dire que c'est très difficile de spéculer sur les marchés maintenant, parce qu'il faut faire mieux que ces équipes spécialisées. Ah, ça, c'est un point que les gens ont du mal à comprendre. Alors les gens ils me disent, mais alors on peut spéculer ou on ne peut pas spéculer? Bon, alors voilà. Bon. Je prends une métaphore. S'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. Parce que s'il n'y avait pas de poisson, il n'y aurait pas de pêcheurs. Ça coûte d'avoir un bateau, ça coûte, il y a des salaires, il y a du temps, et donc s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. Mais il y a de moins en moins de poissons. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les pêcheurs, ils en attrapent de plus en plus. Ou plutôt, c'est pas tellement ça, mais c'est parce que les pêcheurs ont des moyens de plus en plus perfectionnés pour en attraper. Ils ont des sonars de plus en plus puissants et des chaluts de plus en plus efficaces. Et donc, il y a de moins en moins de poissons. Et néanmoins, il y a des pêcheurs qui gagnent de l'argent. Et bien, sur les marchés, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a les spéculateurs. C'est de plus en plus difficile de spéculer, mais c'est quand même à cause des spéculateurs que les marchés deviennent presque inspéculables. D'accord?
Et c'est la réalité aujourd'hui. Les marchés sont quasiment conformes à ce que dit la théorie mathématique, c'est-à-dire c'est des marchés sur lesquels les profits sans risque sont quasiment impossibles. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, le problème des marchés, c'est qu'ils sont très agités. Parce que ça, quand on regarde ce que disent les mathématiques sur les marchés financiers, la théorie de l'arbitrage, elle les décrit comme des choses extrêmement agitées. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de tendance sur les marchés financiers. Il n'y a pas de tendance. C'est facile à comprendre. S'il y avait une tendance, supposons une tendance ascendante, visible, objectivement. C'est-à-dire si le cours était une courbe régulière, il y aurait une dérivée, il y aurait une pente, mais à ce moment-là, immédiatement, tout le monde achèterait, et le prix va sauter pour faire disparaître. Ce sont des marchés, et donc des marchés qui sont très très bien organisés. L'organisme qui gère le marché s'arrange toujours pour qu'il y ait à peu près autant d'acheteurs que de vendeurs, donc le prix, il se balade pour que ce soit équilibré. C'est le travail des organismes de marché. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait des tendances claires sur les marchés financiers. Non seulement c'est pas possible, mais voilà, la théorie mathématique dit beaucoup de choses sur ces marchés parfaits et qui sont vraies. Par exemple, le prix d'une option dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, il faut que vous me suiviez bien là. Le prix de l'option dont j'ai parlé de pouvoir acheter un baril à $50 dans 3 mois. Ça paraît assez intuitif que c'est d'autant plus intéressant que le prix du pétrole monte. S'il est à $100, vous gagnez $50. S'il est à $150, vous gagnez $100. Eh bien, le prix que moi, banque, je vais vous vendre ne dépend pas de la tendance. Parce qu'il n'y a pas de tendance. Et parce que personne ne la connaît, la tendance. Et donc, je vais vous vendre, et c'est le prix de marché des options, elle ne dépend que de l'agitation, que de la volatilité. Alors, l'agitation des marchés, ça s'appelle la volatilité. La volatilité, il y en a à la minute, il y en a à la journée, à la semaine, à 3 mois, à 9 mois, à 12 mois, à 5 ans, à 10 ans. La volatilité, il y en a à toutes les échelles, parce que le même problème se pose à toutes les échelles. Si c'était visible, la tendance, suffisamment clairement visible pour que ce soit objectif, immédiatement elle disparaîtrait. Donc il n'y a pas de tendance visible. C'est assez difficile à comprendre, parce que les gens ils me disent « Ouais, mais le pétrole, de toute façon, on sait que bientôt il n'y en aura plus, bientôt, on ne sait pas. » Et donc, on sait bien que ça va monter. On sait que ça va monter, mais on sait aussi qu'on va observer que ça descend aussi. Ça monte et ça descend. Et en fait, de combien ça va monter, dans combien de temps, c'est pas clair. C'est tellement pas clair que c'est très difficile de s'en servir économiquement, de cette information, de savoir que ça va monter. Et ma conviction profonde, c'est pas complètement clair que ça va monter. Je montrerai des transparents. Ça marche là maintenant ? Ah oui, d'accord. Je montrerai des transparents tout à l'heure. Parce qu'il y a un grand économiste qui s'appelle Harold Hotelling, qui, en 1930, a fait une modélisation très célèbre des ressources épuisables. Et il a fait sa modélisation, très, très joli petit raisonnement, dans lequel il montre qu'une ressource épuisable, eh bien, son prix de marché, optimal en un certain sens, au sens de la théorie économique, c'est que son prix suive l'évolution de l'actualisation. Bon, son affaire est complètement déterministe. Il n'y a pas de hasard dans son truc. Mais si vous réfléchissez un peu à ce qui se passe lorsque une ressource s'épuise, on est au moment où il n'y en a quasiment plus. Que ce soit du plomb, de l'argent, n'importe quelle ressource épuisable. Au moment où il n'y en a presque plus, qu'est-ce qui se passe ?
Vous croyez que le prix va rester en l'air comme ça, puis qu'après les gens n'en prendront plus? C'est rationnellement pas possible. Il va y avoir des gens qui vont dire « Ah oui, mais il y en a encore, là, on peut prospecter. » Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais il y a des nouvelles méthodes de prospection. » Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais il y a tel gisement qui est tari, il n'y en a presque plus, etc. » En fait, la volatilité, elle représente l'inquiétude, les incertitudes. Et quand on arrive à la fin d'une ressource, elle est immense, la volatilité. Ça va s'agiter énormément à la fin. Et de plus en plus, ça ne va pas du tout être régulier. À la fin du pétrole, ça sera la même chose. On dira « Ah, les gaz de schiste, c'est presque fini aux États-Unis. Ah, il y a encore les sables bitumineux au Canada. Alors, le Venezuela, l'Iran, il en reste encore un peu, mais etc. » Il y en a toujours pour dire « ça ira mieux » et d'autres pour dire « c'est fini ». Donc, l'inquiétude sera croissante. Et ça ne va pas du tout se terminer comme ça en l'air. Ça va se terminer en s'agitant. Voilà. Tout ça pour dire que le grand problème des marchés financiers, c'est qu'ils sont intrinsèquement fumigènes. C'est pas possible d'avoir des marchés, c'est pas possible d'avoir des marchés qui sont des marchés dans lesquels tout le monde peut faire toutes les opérations qu'on veut, c'est ce qu'on appelle des marchés spéculatifs. Bon, tout à l'heure on a parlé du marché du travail, c'est très différent, hein. Quand on prend un emploi, on ne peut pas le revendre immédiatement. Il y a un contrat social avec. Mais les marchés financiers, c'est pas comme ça. Les marchés financiers sont des marchés spéculatifs. Et les marchés spéculatifs, comme ça, ils sont forcément très agités. Alors, très agités, pour que je sois complètement rigoureux, c'est s'il y a de l'incertitude. Entre le franc suisse et l'euro, la volatilité, elle existe, forcément. Elle existe, mais elle est relativement faible. Mais en revanche, sur des devises qui sont un peu émergentes ou sur n'importe quel produit, il y a de l'incertitude, la volatilité est forte. Et sur les ressources non renouvelables, les ressources épuisables, les changements de prix, vous verrez, sont considérables. C'est de l'ordre de 1 à 3 multiplié par 3 en l'espace de quelques mois ou divisé par 4 en l'espace de quelques mois. C'est considérable, ces changements. C'est pour ça que les petites obligations vertes là, qui sont à un petit taux bonifié de 0,2%, c'est complètement pas du tout dans l'ordre de grandeur. Ça fait rien du tout. Et donc les conséquences de tout ça, donc ça se passe exactement. Alors moi je crois que messieurs Haro et Debreu n'avaient pas deviné le rôle de la volatilité. Il y a une raison tout à fait technique pour ça, c'est qu'en fait, ils raisonnaient toujours avec deux dates, aujourd'hui et demain, selon un principe qu'on trouve chez certains économistes, que on peut raisonner avec deux dates. Le problème économique est contenu dans cette affaire-là, après passer à une situation de temps continu, c'est des perfectionnements mathématiques qui ne changent rien au raisonnement. Et ça, c'est faux. Parce que si vous avez deux dates, il y a toujours une pente. Il y a la pente entre la valeur à la deuxième date et par rapport à la valeur à la première date. Il y a toujours une pente. Tandis que quand vous regardez un mouvement brownien, eh bien, il n'y a pas de pente du tout. Pourquoi? Parce que c'est à temps continu et ça s'agite immédiatement. C'est complètement chaotique. Et ça se voit vraiment. Alors, ça se voyait déjà sur la bourse, mais ça se voyait moins qu'aujourd'hui parce que, justement, la spéculation n'était pas aussi professionnelle. Maintenant, c'est tout à fait frappant. Si vous zoomez sur les valeurs de marché, c'est extrêmement agité. Alors, je crois qu'Haro et Debreu n'avaient pas vu. Ce que je dis, c'est que pourquoi les marchés financiers n'avaient pas été conçus pour gérer la planète, c'est que ce phénomène que les prix s'agitent, c'est extraordinairement paralysant pour les agents économiques. Je prends l'exemple d'un petit entrepreneur, un petit agriculteur du Sud. Alors, à 5 ans, il a des projets. Soit il construit un hangar, soit il achète des machines agricoles, soit il remplace une partie de sa prairie par des arbres fruitiers, soit il augmente son cheptel, tout ça, voilà, c'est sa perspective dans 5 ans. Alors, il y a des incertitudes sur ces projets. Mais ses ressources à lui, alors s'il est céréalier, il va vendre ses céréales à un grossiste qui va lui-même les vendre au cargo
qui vont imposer les prix des marchés. Et les prix des marchés sont très agités. Alors qu'est-ce qu'il va faire le petit agriculteur? Il ne sait pas du tout. En fait, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Parce que se lancer d'un côté ou se lancer de l'autre, c'est trop risqué. Alors les économistes vont lui dire « Oh, mais c'est pas grave, il n'a qu'à acheter les produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des assurances. C'est des assurances à vous garantie contre un prix trop élevé ou une variation de prix ou ceci sur le blé, sur le soja. » Ouais, mais bon. On ne peut pas conduire une entreprise uniquement avec des assurances. Il faut savoir où on va. Il faut pouvoir anticiper, faire des calculs. Donc en fait, l'agitation des marchés financiers, c'est paralysant. Il y a une solution technique économique qui consiste à prendre des assurances, mais qui sont chères, et ces produits dérivés, en plus, je vous montrerai des transparents tout à l'heure, les produits dérivés eux-mêmes sont très agités. Donc c'est comme si vous preniez des assurances dont le prix est extrêmement fluctuant. Le fait que tout ça s'agite et Merci. Le fait que tout ça s'agite, ça paralyse. Et alors c'est particulièrement frappant pour les ressources épuisables. Parce que finalement, on ne voit pas la rareté sur le prix. Ce que disait le père de Léon Walras, Auguste, il disait c'est la rareté, ça va se voir sur les prix. Oui, peut-être de son temps, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que on sent vaguement une sensibilité des gisements, vaguement, mais pas suffisamment précisément pour pouvoir faire des anticipations constructives en économie. Et alors, comment voulez-vous, dans ces conditions, favoriser une transition écologique, c'est-à-dire essayer d'inciter les entrepreneurs à se détourner du pétrole et du gaz carbonique pour aller ailleurs? Le prix du pétrole est tellement fluctuant de toute façon qu'il ne voit pas clair là-dessus. Il ne voit pas clair. Ça bouge trop. C'est confus. Tout ça a des conséquences assez graves pour la planète. Les marchés financiers, en fait, ne donnent pas l'information qui serait utile aux agents économiques pour tenir compte de l'épuisement des ressources. Les marchés financiers sont trop agités. Alors, cette information, il faut leur donner autrement. Il faut absolument donner aux entreprises, principalement, mais aussi pour tout ce qui concerne l'économie en général, les transports, etc., des informations précises sur, autant scientifiques qu'on peut, sur l'état de la planète, pour qu'ils sachent que dans un certain temps, on n'aura plus de zinc, on n'aura plus d'argent, après il n'y aura plus de plomb, etc. Parce que cette information, elle n'est pas donnée par personne, en fait. Les prix ne la donnent pas. Le pauvre Friedrich Hayek, là, dans cette affaire, il n'y a pas de signal prix. Et donc, je pense personnellement qu'il faudrait étendre les compétences du groupe 1 du GIEC, de l'IPCC. Le groupe 1, c'est celui qui dit l'état des choses. Il faudrait étendre ces compétences à l'ensemble de la description des ressources de la planète. Et d'ailleurs aussi au patrimoine naturel, qui sont des choses tout à fait importantes. Alors, l'histoire du patrimoine naturel, là, c'est aussi un cas où la pensée économique docile, mainstream, a une argumentation fallacieuse. C'est l'histoire des services écosystémiques. Donc c'est l'idée de dire, pour préserver le marais Poitevin, qui a une valeur écologique, etc., on va mettre le prix des terrains au marais Poitevin très haut. Bon. C'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas longtemps, ils voulaient y faire passer une autoroute. Alors donc,
On va mettre un prix très haut et comme ça, on va préserver. Oui, bon. Et supposez qu'il y ait une nappe de pétrole sous le marais Poitevin. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir, d'une part, des décisions politiques rationnelles, d'autre part, un marché. Les décisions, ça va être des réunions d'experts qui, tous les ans, vont dire « Allez, on monte le prix un peu, etc. » Mais le prix, il sera prévisible et il sera indiqué par la loi. Et de l'autre côté, on aura un prix de marché. Il viendra un moment où le prix du pétrole va tellement osciller que, top, il va crever les plafonds et qu'il faudra exploiter le pétrole, comme ça s'est fait au Canada. Au Canada, on avait des forêts primaires extraordinairement précieuses. Eh bien, le prix du pétrole a tellement crevé les plafonds que le gouvernement canadien a obtempéré et a fait des dégâts fantastiques dans la forêt en question. Donc, la méthode, on ne peut pas lutter avec le marché sur des biens qui ne sont pas des biens marchands. Les biens qui ne sont pas des biens marchands, on ne résout pas le problème en les faisant rentrer dans l'économie marchande. Et ça vaut aussi pour la biodiversité, ça vaut pour les abeilles, ça vaut pour tout. Et donc ça veut dire que le marché, et en particulier géré comme il est avec les marchés financiers, il faut le cantonner au maximum, en espérant qu'au bout d'un certain temps, ils vont s'éteindre. Ça s'est déjà produit pour le marché du SO2 aux États-Unis. Comment ça s'éteint, un marché? Ça s'éteint quand la fluidité n'est plus suffisante. La fluidité, ça veut dire la possibilité d'acheter sur le marché sans faire changer le prix. Et si vous achetez une petite quantité et que le marché est fluide, ça ne va pas faire bouger le prix. Mais si vous êtes très peu nombreux à agir sur ce marché, la moindre opération va faire bouger le prix. Et au bout d'un certain temps, l'organisme d'organisation du marché ne pourra plus tenir le coup et va fermer la boutique. Et bon, on n'en est pas là du tout. Hein, on n'en est pas là du tout. Donc voilà la thèse principale de cet exposé. Alors oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai dit que les obligations vertes, ce sont des pièges à bonne volonté. J'expliquerai s'il y a des gens qui posent des questions. Mais la plus grande escroquerie, je voudrais terminer par ça, la plus grande escroquerie, c'est l'histoire des marchés de compensation. Franchement, il faut alerter les journalistes et les politiques là-dessus. Les marchés de compensation, c'est autorisé par la loi sur la biodiversité sous François Hollande en 2016, et c'est aussi dans le plan biodiversité de 2018 sous Emmanuel Macron. C'est pas fait en France, mais c'est autorisé par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un promoteur et que vous détruisez la moitié du marais Poitevin, eh bien, c'est possible, à condition qu'ailleurs vous dites « Ah ben là, j'ai une autre zone, et là, on va pouvoir faire prospérer la biodiversité. » Et cette deuxième zone que vous aurez mis en compensation, elle sera en marché libre, c'est-à-dire que vous pourrez l'échanger contre des compensations par les Chinois en Afrique, etc. C'est vraiment là c'est vraiment le pire du pire, parce qu'on détruit sûrement et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire à côté. Et en plus, ça va fluctuer comme les produits dérivés fluctuent actuellement. Donc là, c'est vraiment macabre. Je trouve c'est d'un humour macabre. C'est vraiment dire on est foutu, marché, sauve-nous, viens, hein, c'est vraiment ça. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Hein. Et donc, or, ces idées du marché, c'est des idées qui sont nées, comme je le disais au début, qui sont nées dans le courant du XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, au moment où tout le monde pensait que le seul problème, c'était d'augmenter la production et la productivité. Hein. Donc, c'est des idées aussi vieilles que le marxisme. Et c'est avec ça qu'on gère la planète. Donc, alors, ce que je vais faire maintenant, si vous voulez bien, c'est que je vais commenter très rapidement quelques transparents qui illustrent un peu ce que j'ai dit. Alors, bon, ça c'était l'économie. Vous arrivez à voir là, hein? Peut-être faut tourner un tout petit peu. Non, c'est bon. Bon, je passe. Alors, l'économie néoclassique. Oui, l'économie néoclassique, on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient avec moi.
c'est des mathématiques très simples, hein, c'est des petits schémas. Des petits schémas. Et le premier schéma qui est un peu symbolique, c'est le travail de Jules Dupuy sur les péages sur les ponts. À cette époque-là, on payait pour passer sur les ponts. Et évidemment, si le péage est très élevé, il n'y a plus personne qui passe. Et si le péage est très bas, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc il a trouvé qu'il y avait un optimum, etc. C'est des raisonnements comme ça. Et puis alors ça, c'est Walras avec sa théorie de l'équilibre. Et en bas, c'est Tirole. Ben, c'est la même chose dans son traité sur l'économie industrielle. C'est les petits schémas comme ça. Alors, en vérité, quand vous faites des statistiques sur ce qui se passe réellement dans la vie, ce n'est pas des petites courbes comme ça que vous trouvez. Ce n'est pas des petites courbes comme ça. C'est des nuages de points, en fait. Hein. L'économie, c'est une simplification drastique de la vie sociale, hein, évidemment. Bon, alors, Friedrich Hayek, avec sa fonction de production, donc les x1, x2, xn, eh bien, ce sont les facteurs de production qui sont exprimés en coûts. Donc c'est le prix des matières premières, le prix du capital, le prix des salaires, etc. Et c'est ça qu'il essaye de piloter, d'accord. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a la comparaison d'une copie d'écran à droite sur des devises et le mouvement brownien mathématique à gauche. Donc on voit que ce n'est pas complètement absurde de dire, déjà, hein, en 1973, quand Black et Scholes ont commencé à faire leur travail, eh bien, c'était pas absurde de dire, ben, on va représenter ça par un mouvement brownien, déjà, commençons comme ça. Bon, et puis après, je vous dis, il y a tout ce phénomène de la spéculation qui a un rôle de morphogénèse vers les mathématiques. Alors ça, c'est intéressant, c'est un peu plus mathématique, excusez-moi. Ça, c'est la courbe qui va se passer s'il y a une croissance constante. Parce que quand on dit la croissance est constante, ça veut dire qu'elle est constante en relatif, par rapport à l'année dernière. C'est le même taux de croissance, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il y a une exponentielle. D'accord? Une exponentielle. C'est l'équation qui est là. Maintenant, supposez qu'il y ait un peu de hasard en plus. J'ai rajouté du hasard là. Ça veut dire sigma x dv, ça veut dire hasard. Alors, ça va faire comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'exponentielle, et puis ça va en fait osciller un peu autour, puisqu'il y aura du hasard qui va perdre du bruit, quoi. Bon, mais ça va se faire comme ça si le bruit n'est pas trop fort. Et si le bruit est plus fort, ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. Et ce qu'on va voir à ce moment-là, la courbe qui est en dessous, l'exponentielle, on ne la verra plus. Non seulement on ne la verra plus, mais on peut démontrer mathématiquement qu'on ne peut pas la retrouver. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des moyennes, des convolutions, en se disant, mais si je fais la moyenne, ça va marcher. Ben non. Le bruit est trop fort, il est prépondérant, et il efface complètement la réalité sous-jacente. Alors ça, c'est très important, parce que c'est ce qui se passe sur les marchés. Alors, en haut, là, il y a M. Harold Ottoling, là, qui est de 1931, avec son papier sur les ressources renouvelables, exhaustives non renouvelables. Et en dessous, j'ai mis au contraire le prix du pétrole récemment. Et alors là, on voit que c'est très aléatoire. Et ce qui est intéressant, c'est les cheveux. Là, il y a des espèces de cheveux. Ça, c'est ce qu'on appelle les prix forward. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a une anticipation par les marchés des prix tels qu'ils vont évoluer en fonction qui est donnée par la valeur des produits dérivés. Et on voit que tous ces cheveux, ils sont très aléatoires aussi. Donc tout ça, il y a plein de hasard, n'est-ce pas, dans toute cette affaire. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ce sont des produits dérivés. Ça, c'est des documents qui viennent de la Banque mondiale. Et c'est des produits dérivés alors c'est des crédits default swap. En fait, c'est sur le marché du crédit, des obligations. Alors, ce qui est pardon ? C'est de l'assurance de crédit. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, sans faire des maths très profondes, les ordonnées commencent à 0. Les ordonnées commencent à 0, ça fait 0, 20, 40, etc. Et donc vous voyez qu'il y a des multiplications par 10 et des divisions. Les oscillations sont absolument considérables. C'est pas une petite fièvre de rien du tout, hein, la volatilité. C'est absolument gigantesque. À certains moments, ça multiplie par 20. Alors ça, c'est les obligations du Trésor américain. Alors les obligations, il y a toujours deux dates.
Il y a la date où elle part et puis il y a son échéance. Et sans faire des maths très profondes, quand il y a quelque chose qui dépend de deux paramètres, ça fait une surface. Ça fait une surface. Et donc vous avez le temps qui se déroule dans un sens et puis la profondeur de l'obligation dans l'autre sens. Et ce que vous voyez, c'est que même pour les taux d'intérêt, c'est extraordinairement agité. Pour la même raison. À partir du moment où c'est des marchés où il y a des avis qui s'opposent et on essaie de faire qu'on ne peut pas spéculer, c'est forcément agité. Donc ça, c'est les taux d'intérêt, c'est extraordinairement agité. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est rien du tout. Ça, c'est des métaux. Alors, c'est des estimations qui sont faites par l'ADEME. C'est un organisme assez sérieux quand même. Alors, c'est des estimations sur les durées de vie des ressources épuisables. Donc, vous avez l'étain en bas. Apparemment, c'est l'étain qui va disparaître le plus vite. Après, il y a le plomb, etc. Alors, ils ont mis en abscisse comme si il y avait une consommation constante et en ordonnée comme si il y avait une croissance constante. Alors c'est pour ça que si vous projetez tous ces points sur l'axe des Y, c'est très groupé vers 0, parce que ça va plus vite. Si vous projetez sur l'axe des X, ça va moins vite. Parce que la consommation est constante. Mais c'est quand même impressionnant de voir que, bon, je ne sais pas si je serai encore vivant dans 30 ans, sûrement pas, mais bon, il y a une grande partie des trucs qui ont disparu. Ça, c'est l'étain. L'étain, ça bouge beaucoup. En un an, vous voyez les oscillations que ça a. Là, c'est pareil, hein, les ordonnées commencent à 0. Ça, c'est le zinc. Ça, c'est l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi l'argent a une tendance à diminuer. Je ne sais pas. Ça, on voit bien, ça a une tendance à diminuer. Probablement parce qu'il y a des techniques d'exploitation minière qui ont dû évoluer, qui font qu'on en trouve plus facilement. C'est sûrement ça. Alors ça, c'est intéressant. C'est une banque, c'est une carrière, donc un gisement, donc dans le nord de la Suède. Et comme les teneurs en minerais sont de plus en plus, on diminue de plus en plus, ça fait des ravages dans l'environnement de plus en plus grands, forcément. Ça, c'est le prix du coton. Alors, c'est pareil, ça oscille énormément. En ordonnée, ça part à 1, mais c'est logarithmique. Alors, mais vous voyez qu'en l'espace de quelques mois, ça bouge considérablement. C'est multiplié par 4, par 8. Le prix du blé, c'est pareil, ça bouge énormément. Hein? Les aléas climatiques, alors ça, c'était pour expliquer que bien sûr, parfois, on a tendance à dire ouais, ça va plutôt vers le haut, mais pas suffisamment précisément pour qu'on puisse s'en servir. C'est ça le truc, n'est-ce pas? C'est pas assez précis pour qu'on puisse... En fait, ça immobilise les gens. Alors ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est probablement l'évolution du prix du terrain du Marais Poitevin. La première année, la deuxième année, on dit qu'il faut monter, puis la troisième année, il y en a un qui dit « Oh bah, on va mettre une pente, comme ça, on n'aura pas besoin de se réunir tous les ans. » Bon, très bien, mais le prix du pétrole, s'il fait comme ça, eh bien, au bout d'un certain temps, évidemment, le Marais Poitevin, il aura disparu. C'est vraiment ce qui s'est passé au Canada. Donc c'est la même chose pour la déforestation. Et ça, c'est une citation de Robert Solow, parce que Robert Solow, c'est un économiste très très mainstream, c'est un économiste vraiment dans le courant principal du libéralisme de marché. Eh bien déjà, en 1974, il disait, il y a un problème avec les ressources non renouvelables, là, il faudrait une instance non financière pour donner les informations aux gens. Donc, vous voyez, il n'y a rien dans mon livre, c'était déjà dit. Merci beaucoup, j'arrête là.